Un garçon de 5 ans disparaît sans laisser de traces en plein jour dans un centre commercial. 13 ans plus tard, sa mère reçoit un appel téléphonique en pleine nuit qui la laisse paralysée. « Maman ? Je crois que je suis Benjamin. » C'était un après-midi étouffant de juin 1998 lorsque le petit Benjamin Walker entra au Garden Mall, dans l'Ohio, avec sa mère, Laura. Elle lui tenait la main tandis qu'il déambulait dans le hall principal, ne la lâchant plus jusqu'à ce qu'ils atteignent le rayon électronique au rez-de-chaussée. Là, une console Atari 2600 l'attendait à la borne de démonstration gratuite, et Laura s'éloigna pour acheter une prise électrique à la caisse toute proche. 3 minutes plus tard, Benjamin avait disparu. Personne ne l'avait vu filer. Personne ne l'avait attrapé. Il n'y avait pas de cris, pas de lutte, pas de bruit étrange, juste le bourdonnement sonore du centre commercial bondé et un petit garçon qui avait tout simplement disparu. À son retour, Laura pensa que Benjamin était encore absorbé par un jeu. Mais l'écran brillait, aucun joueur à côté, d'autres enfants s'étaient éloignés, et seuls quelques adultes discutaient au fond du rayon. Se dressant sur la pointe des pieds, elle appela doucement, puis plus fort, « Ben ? Où es-tu » Elle parcourut les allées de jouets, jetant un coup d'œil derrière les cartons et les peluches, son inquiétude grandissant à chaque recoin vide. Un employé, à qui on demandait s'il avait vu un garçon en chemise bleue et short gris, secoua la tête. Un autre employé contacta la sécurité par radio, un jeune employé crut apercevoir un adulte portant un enfant vers la sortie de secours ouest. Laura se précipita dans cette direction. La porte en acier était légèrement entr'ouverte, la lumière chaude du soleil pénétrant à flot. Dehors, le parking était silencieux, les véhicules étaient immobiles, personne ne s'éloignait précipitamment. À l'intérieur, la sécurité repassait les images de surveillance en boucle, mais ne trouvait rien. Plus étrange encore, la caméra surplombant l'aire de jeu était hors service depuis la veille, une coïncidence inexplicable. 20 minutes plus tard, la police bouclait toutes les issues. Les gérants et les agents ratissaient les moindres recoins. Les haut-parleurs du centre commercial diffusaient la description de Benjamin, 5 ans, cheveux bruns, yeux marron foncé, environ 1 mètre, vêtu d'un t-shirt bleu et d'un short gris, et un autocollant de bus scolaire sur la main gauche, datant de la visite pédiatrique du matin. Dans le bureau de la sécurité, Laura était assise en face d'un jeune agent. Les mains tremblantes, le visage décoloré, elle répondait à toutes les questions. La dernière fois qu'elle avait vu Benjamin, c'était à 15h10, tout semblait normal, elle ne s'était détournée que 3 minutes. Lorsqu'un agent la réprimanda doucement pour avoir laissé un enfant seul, un autre employé lui fourra un verre d'eau froide dans la main tremblante, mais elle ne put avaler. L'ex-mari de Laura, Michael, arriva avant 16h. Il la trouva les yeux fixés sur le carrelage, silencieuse. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle, la main sur son épaule. Un agent de patrouille les informa que des unités contrôlaient les véhicules et scrutaient les quartiers environnants. Hors de la zone de sécurité, des familles faisaient leurs courses sans se rendre compte de rien, les enfants riaient et jouaient, inconscients du cauchemar qui se déroulait. Ce soir-là, Laura rentra seule. Dans la chambre de Benjamin, l'oreiller à imprimer dinosaure était resté enfoncé, comme s'il venait de partir. Sur le bureau, un plateau de jouets inachevés était posé, une voiture en plastique était retournée sur le dos. Elle serrait son chat en peluche, Muffin, contre sa poitrine. Aucune larme ne coula, seulement le vide et le bourdonnement régulier du ventilateur de plafond. Pour elle, le temps s'était arrêté à 15h13 précise. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle murmurait sans cesse, « Je n'ai détourné le regard que 3 minutes, c'est tout ce qu'il m'a fallu. » Le lendemain matin, alors que Laura ouvrait la porte du couloir pour un enquêteur, des dizaines d'yeux l'observaient en silence. Les voisins hochaient la tête, mais aucun sourire. Un passant murmura, « C'est la mère du garçon disparu. » Des camionnettes de reportage bordaient la rue. La une annonçait, « Un garçon de 5 ans a disparu au centre commercial Garden Mall. » Des tracts avec la photo de Benjamin étaient accrochés aux lampadaires et aux vitrines des supermarchés. Des bénévoles ratissaient les fossés, les terrains vagues et les berges. Des hélicoptères tournoyaient au-dessus de nos têtes. 3 jours plus tard, Laura évoluait dans un brouillard. Elle donnait des interviews, récitait la description de Benjamin jusqu'à ce que les mots lui paraissent automatiques, et dormait sur le canapé du salon, vêtue des mêmes vêtements. Chaque sonnerie lui glaçait le cœur et elle entendait un journaliste à l'autre bout du fil. Michael arriva en retard à la conférence de presse de la police. Devant des dizaines de micros, ils se tenaient côte à côte, sans se toucher. La voix de Laura tremblait dans le vent de juin.
Si quelqu'un a mon enfant, s'il vous plaît, ramenez-le-moi. Il est trop petit pour comprendre ce qui se passe. Il a besoin de manger, d'être tenu dans ses bras quand il dort. Benjamin est un bon garçon. Je vous en supplie, s'il vous plaît. De retour dans la salle de réunion de la police, leur chagrin se transforma en tension. Il lança sèchement, « Pourquoi l'as-tu laissé seul dans un centre commercial ?» Elle ferma les yeux, les mots coincés dans sa gorge, et le monde oscilla entre espoir et désespoir. Ce n'était pas la première fois qu'il attendait seul. Je m'étais détourné depuis 3 minutes à peine, et déjà sa voix tremblait d'inquiétude. 3 minutes, c'est largement suffisant pour un kidnappeur. Laura se détourna, les mains sur le visage, essayant de calmer sa respiration. Elle ne dit rien. Dans sa tête, elle avait imaginé ce moment 1000 fois, Benjamin franchissant la porte en trombe, elle l'enlaçant avec force. Mais la réalité ne lui offrait qu'un argument de plus, épuisé. Michael sortit en trombe de la pièce, claquant la porte derrière lui. Elle le regarda partir en silence, aucun d'eux ne pouvant partager la douleur vive qui les habitait. Le 5e jour, la police annonça une piste infime, des images de vidéosurveillance filmées à 30 mètres de la sortie de secours ouest. Un pick-up gris quitta le parking à toute vitesse à 15h16, heure exacte de la disparition de Benjamin. Mais la caméra était vieille, l'image granuleuse et la plaque d'immatriculation ne comportaient que 3 caractères, L, Z, C. Avec plus de 200 véhicules circulant chaque jour dans le Garden Mall, personne ne parvenait à retrouver le propriétaire. C'était une piste fragile, un espoir ténu que personne n'osait invoquer. Tard dans la nuit, Laura parcourait les forums locaux, les yeux brûlants de fatigue. Un enfant de 5 ans laissé seul. Pourquoi sa mère ne le surveillait-elle pas plus attentivement? Il y a quelque chose d'étrange dans sa façon de réagir. Chaque accusation était plus profonde que n'importe quelle lame, car elle faisait écho à la culpabilité qu'elle ressentait déjà 100 fois. Elle n'avait pas dormi depuis 24 heures. Finalement, elle ferma son ordinateur portable, plongea l'appartement dans le noir et s'assit seule. Sa belle-mère appela ce samedi-là, pour lui lancer une seule phrase, « Si tu savais être mère, ce garçon serait déjà rentré. » Ces mots la brûlèrent, non seulement par leur cruauté, mais aussi parce qu'ils reflétaient les jugements que Laura se murmurait. Depuis la disparition de Benjamin, elle ne répondait à aucun numéro inconnu, déclinait toute interview et évitait les endroits bondés. Son monde se réduisit à 2 pièces, le salon et la chambre inoccupée de Benjamin. Là, Muffin, le chat en peluche, était toujours perché sur l'oreiller, et son petit bureau contenait le livre de coloriage à moitié terminé. Le 10e soir, une troupe de volontaires se présenta à sa porte avec des cartes des banlieues, la suppliant de se joindre aux recherches. Le lendemain matin, elle prit la carte, hocha la tête, puis ferma la porte sans un mot. Le soir même, elle la plia en 4 et la glissa dans le tiroir de la cuisine. Elle alluma le feu pour faire bouillir de l'eau. Dans la douce lueur jaune, entre le léger bouillonnement et le sifflement de la vapeur, le regard de Laura se posa sur le mur de la cuisine, où était encore accroché un dessin réalisé par Benjamin 2 mois plus tôt. Des bonhommes allumettes dansaient d'une écriture tremblante. En dessous, de son écriture inégale, on pouvait lire « Maman est une super-héroïne ». Submergée, elle s'effondra par terre et pleura en silence, invisible, si ce n'est à la lueur vacillante de la bouilloire. Alors que les jours se transformaient en semaines, le temps n'apportait aucun réconfort, seulement l'épuisement et cette question incessante, où était passé Benjamin? Une année s'était écoulée. Laura vivait toujours dans le même appartement d'angle de la 42e rue. Le quartier avait changé, des familles avaient déménagé, des magasins avaient fermé, l'agent qui s'était occupé de son dossier avait été réaffecté. Mais à l'intérieur, le petit lit de Benjamin était resté, sa fine couverture sentant encore légèrement le talc. Elle travaillait de nuit dans une imprimerie, de 21h à l'aube. Le ronronnement mécanique de la presse l'épargnait les bavardages inutiles, les condoléances creuses et les regards dubitatifs d'anciens amis. Au lever du soleil, elle s'arrêta au stand de café à l'entrée de la ruelle, acheta un café noir sans sucre puis marcha encore 15 minutes pour se retrouver devant le Garden Mall. Personne ne s'arrêta pour se souvenir de ce qui s'était passé. Les vieux prospectus avaient été balayés, un nouveau carrelage gris avait effacé les traces du temps, et le magasin Sears avait fermé l'hiver précédent. Pourtant, les yeux de Laura étaient fixés sur le parking du 3e étage, attendant que son petit garçon apparaisse perdu, peut-être, mais vivant, descendant la rampe vers elle. Parfois, un enfant en chemise bleue et basket blanche comme Benjamin la croisait en courant dans le centre commercial. Laura sursautait, le poursuivait et l'appelait doucement « Ben ».
Mais lorsqu'il se retournait, le regard de l'inconnu n'était pas celui de son fils. L'homme à côté de lui fronça les sourcils et demanda « Que faites-vous, madame ?» Laura baissa la tête, murmura des excuses et s'éloigna. Laura n'avait plus la garde d'Émilie, sa plus jeune fille. Le tribunal la jugea trop instable après qu'elle eût manqué des repas, omis d'aller chercher Émilie à l'heure et laissé la cuisinière allumée 3 fois. Michael et sa mère demandèrent la garde, et l'audience ne dura que quelques instants. Lorsque le juge statua, Émilie partit vivre chez sa grand-mère. Laura ne protesta pas, elle demanda simplement « Pourrais-je voir mon enfant une fois par mois ?» Lorsque Michael acquiesça, elle parvint à esquisser un léger sourire. Chaque 12 juin, Laura célébrait encore l'anniversaire de Benjamin. Au début, voisins, anciens collègues et même un journaliste allumaient des bougies sur son gâteau. À la 3e année, personne ne frappait à sa porte. Sans se laisser décourager, elle alluma cette bougie, déposa un gâteau du commerce devant une chaise vide, puis s'assit avec une feuille blanche. Elle écrivait comme si Benjamin en était l'auteur, lettres brouillonnes, faute d'orthographe délibérée, écriture maladroite et penchée. Dans ses lettres, Benjamin décrivait la vie dans un endroit lointain au bord d'un lac, où les canards flottaient sur l'eau. Il disait à sa mère qu'elle lui manquait l'odeur de son savon, les nouilles qu'elle préparait chaque soir. Après avoir fini d'écrire, Laura lut la lettre à voix haute, la tenant comme un précieux message de son fils. Elle rangea ses lettres dans une petite boîte en bois sous son lit, à côté de son album photo, de Muffin le chat et de la paire de chaussettes qu'il portait pour son 3e anniversaire. Pendant un temps, Laura crut que la science pourrait résoudre le mystère. Comme rien ne se dégageait la première année, un ami lui recommanda une voyante réputée pour aider les familles du Missouri. La femme, vêtue de blanc, un chapelet au cou, raconta à Laura que Benjamin était vivant dans un endroit sombre près d'un point d'eau. Laura lui remit son argent, cherchant désespérément un indice concret. Une semaine plus tard, l'adresse s'avéra être une usine abandonnée à la périphérie de la ville, juste un vent froid et une herbe agitée. Elle n'y retourna jamais, non pas par colère, mais avec la conscience silencieuse d'avoir jeté son dernier espoir dans un vide absolu. Après cela, elle ne conserva plus que sa routine. Chaque soir, après le travail, elle s'arrêtait devant le Garden Mall, levait les yeux vers le 3e étage du parking, puis se tournait vers son appartement. Chaque nuit, elle faisait le même rêve, Benjamin debout au bout d'un long couloir, lui tournant le dos. Elle l'appelait, marchait à ses côtés, mais chaque fois qu'elle touchait son épaule, il s'écartait juste hors de sa portée. Il ne se retournait jamais. Laura se réveillait souvent paniquée. Maintenant, elle était habituée à la douleur. Elle comprenait que les rêves ne mènent parfois à rien, ils vous rappellent simplement que vous vous souvenez. Benjamin n'a jamais été retrouvé. Il n'y a eu ni demande de rançon, ni découverte. Pourtant, Laura se réveillait chaque matin, allait travailler, faisait un saut à Garden Mall, écrivait ses lettres d'anniversaire et s'accrochait à la conviction que quelque chose, aussi infime soit-il, la reliait encore à son fils. Plus personne ne cherchait. Plus personne ne posait de questions. Mais dans l'obscurité, Laura s'accrochait à une petite lueur au fond de son cœur. Et cette faible lueur, invisible aux autres, était la source de sa force et l'étincelle qui la ramènerait un jour à la vie. Et un balcon qui donnait sur une étendue de pelouse du parc, où les gens promenaient leurs chiens chaque matin. Il travaillait pour une grande entreprise de construction, supervisant régulièrement des projets d'aménagement de banlieue. Sa vie était bien remplie, aux yeux de beaucoup, stable. 5 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Benjamin, et pendant tout ce temps, Michael n'arrêtait pas de se répéter qu'il devait apprendre à continuer, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que trop se souvenir rendait la vie impossible. Il avait rompu avec Laura après une série de désaccords, s'était retiré de l'enquête, s'était tenu à l'écart des médias et avait évité tout ce qui avait trait à Garden Mall. Quelques années plus tard, il recommença à fréquenter une femme. La nouvelle femme s'appelait Denise, elle était professeure de peinture, douce, patiente et savait ne pas poser trop de questions. Mais chaque fois qu'il traversait le parc et qu'il voyait un petit garçon taper dans un ballon, ou qu'il entendait quelqu'un crier « Ben », ralenti, il se figeait pendant quelques secondes, comme si son corps n'avait toujours pas accepté qu'il n'avait pas d'autre choix que de continuer. Ce matin-là, dans la boîte aux lettres du bureau du chantier, glissée parmi les enveloppes de salaire, les factures de fourniture et les avis d'inspection, se trouvait une petite enveloppe jaune pâle. Pas de nom d'expéditeur. Pas d'adresse du destinataire. Juste, Michael, griffonné au milieu au marqueur noir. Il l'a ouvert alors qu'il se tenait près du photocopieur. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier déchiré, avec une seule ligne écrite à l'encre bleue.
Papa, sais-tu que tu me manques? Aucune signature. Rien d'autre. Juste une phrase. Bref. Obsédant. La première réaction de Michael fut la colère. Il crut qu'on lui faisait une farce. C'était déjà arrivé. Quelques personnes avaient envoyé des photos truquées ou des enregistrements truqués pour ressembler à la voix d'un enfant. La police avait conclu à des blagues de mauvais goût. Il froissa le bout de papier dans sa main, prêt à le jeter dans la poubelle à côté de son bureau. Mais au moment où ses doigts s'apprêtaient à lâcher prise, quelque chose dans l'écriture attira son attention. Cela ne ressemblait pas aux anciennes farces. L'écriture était irrégulière, mal alignée. Le mot « papa » avait d'abord été écrit ainsi papa, puis rayé et réécrit en lettres majuscules. Le plus frappant de tout, la lettre B dans papa était écrite à l'envers. La boucle était courbée vers la gauche au lieu de la droite, et la barre transversale était décentrée et basse. Il s'est figé. Un B à l'envers. Benjamin l'avait écrit exactement comme ça lorsqu'il avait essayé d'épeler son nom pour la première fois. Michael s'en souvenait clairement. Ce jour-là, Benjamin avait saisi un marqueur rouge, pincé les lèvres en signe de concentration et griffonné ben avant de le remettre fièrement à son père. Michael avait ri et lui avait dit de réessayer, mais il avait quand même gardé le papier, le rangeant dans un dossier familial. Cet après-midi-là, Michael est rentré tôt à la maison et s'est dirigé directement vers la boîte, remplie de vieilles choses, des photos d'échographie, des factures d'hôpital, des cartes de Noël de l'époque où Benjamin avait 2 ans et des piles de ses vieux gribouillis. Parmi eux se trouvait une feuille A4 froissée avec le nom d'un griffonné dessus, le B écrit à l'envers, tout comme dans la note qu'il avait reçue. Ses mains tremblaient légèrement. Il posa les 2 feuilles côte à côte sur le bureau, comparant chaque trait. Il n'en était pas absolument sûr, mais le souvenir était trop profond pour qu'il puisse ignorer la ressemblance. Ce soir-là, Michael a sauté le dîner. Il glissa la note dans une pochette en plastique et la glissa sous son oreiller, comme si cela pouvait empêcher qu'un morceau de vérité ne lui échappe. Il n'en parla pas à Denise. Elle croyait encore qu'il avait laissé le passé derrière lui. Mais dans l'esprit de Michael, les choses qu'il avait enfouies recommençaient à ressurgir. Si c'était une farce, alors pourquoi cette écriture? Si Benjamin l'avait écrit, pourquoi maintenant? Pourquoi l'envoyer à son travail? Et pourquoi dire « Tu me manques, papa » au lieu de « Où es-tu » ? La question a mené à une autre réflexion, si le garçon était encore en vie, qui l'élevait? Et qui était assez proche pour savoir où travaillait Michael, pour écrire comme Benjamin et pour envoyer la lettre juste au moment où Michael commençait à croire qu'il allait bien? Il n'y avait pas de réponse. Mais Michael comprenait, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer. Le lendemain matin, il fit 3 photocopies de la lettre. Il en enferma une dans son coffre-fort personnel, en apporta une autre au cabinet de son ancien avocat pour faire certifier la date de réception, et cacha la 3e derrière un cadre photo dans sa chambre. Non pas parce qu'il avait peur de le perdre, mais parce que, pour la première fois en 5 ans, il n'était pas sûr de tout comprendre aussi bien qu'il le pensait. Depuis qu'il avait reçu la lettre anonyme, Michael ne voyait plus le monde de la même manière. Il arrivait toujours à l'heure au travail. Il déjeunait toujours avec ses collègues. Il sortait toujours en week-end avec Denise. Mais dans son esprit, un système différent avait pris le dessus. Pas de réunion. Pas de projet. Juste une série de questions sans réponse. Si la lettre était vraie, Benjamin était toujours en vie. Mais si ce n'était pas juste une farce cruelle, qui saurait alors comment écrire la lettre B à l'envers, exactement comme le garçon l'écrivait il y a 5 ans? Michael ne pouvait pas rendre la lettre publique. Il avait vu de ses propres yeux comment les médias se jetaient sur la moindre piste comme des bêtes affamées. Puis, lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu, il laissait les personnes concernées en plan, submergées par des titres insouciants. Il n'allait pas laisser cela se reproduire. Pas avec Laura. Il n'était pas sûr qu'elle survivrait à un autre chagrin. Au lieu de cela, il a commencé à creuser tranquillement. La première étape a consisté à retracer d'anciens indices, les images de sécurité du parking du Garden Mall, où une camionnette grise a été vue en train de partir à peu près au même moment où Benjamin a disparu. À l'époque, le rapport de police mentionnait une plaque d'immatriculation peu claire, peut-être LZC ou LZG, mais aucune correspondance exacte n'a été trouvée car les images étaient trop floues. Michael se souvenait d'un vieil ami, Daniel, qui travaillait comme technicien au service de stockage et de récupération des caméras de circulation du département des transports de l'Ohio. Il avait contacté Daniel, prétextant une curiosité personnelle concernant une ancienne affaire impliquant une connaissance,
et lui avait demandé de l'aider à visionner les images du système de barrière de stationnement le 12 juin 1998. Daniel répondit 3 jours plus tard. J'ai trouvé la vidéo, mais oui, la qualité est mauvaise. La plaque indique clairement les 2 premiers caractères, L et Z. Le dernier pourrait être un C, un G, voire un O s'il y a un reflet. Rien de sûr. Mais c'est un pick-up Ford, année modèle comprise entre 1990 et 1993. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Mais Michael a pris une capture d'écran, en a imprimé 2 copies et les a épinglées sur le tableau en liège de sa chambre. Il a commencé à vérifier les registres des camionnettes Ford grises immatriculées dans la zone autour de Garden Mall au cours des 3 mois précédents et suivant la disparition. La liste comportait plus de 100 noms, dont la plupart avaient déjà été vendus ou transférés. Il n'était pas enquêteur et n'avait pas accès au système d'immatriculation des véhicules civils, mais il savait comment contourner les limites. Dans la liste, il a sélectionné les propriétaires de camions qui vivaient près du centre-ville ou qui avaient été cités pour excès de vitesse dans les 6 mois précédant l'incident. L'un des noms le fit s'arrêter. Robert Danning. Ce nom ne lui était pas inconnu. Robert avait été l'associé de Michael en 1996 à 1997, fournissant des matériaux de construction pour un projet de coentreprise. C'était un homme discret et hostile. Il respectait les contrats, mais évitait souvent les discussions sur les coûts imprévus. Après une légère dispute concernant une commande incomplète, ils perdirent contact. Michael n'avait pas revu Robert depuis avril 1998. Il commença à fouiller dans de vieux annuaires et dossiers d'entreprise pour retrouver des informations sur Robert. Mais cette petite entreprise avait fermé ses portes peu après. L'adresse résidentielle figurant dans les dossiers n'était plus occupée. Le propriétaire actuel a déclaré que Robert avait déménagé sans laisser de numéro de téléphone, peu après l'été 1998. Personne ne savait où il était allé. Michael commença à sentir quelque chose se mettre en place, un petit morceau, encore flou, mais s'insérant parfaitement dans un coin du puzzle brumeux qui se formait dans son esprit. Il a fait une grande carte en papier et l'a épinglée sur le mur nu de sa chambre. Il a marqué Garden Mall d'une punaise rouge. Il a ensuite ajouté l'emplacement de la caméra du parking, l'ancienne adresse de Robert et les itinéraires possibles reliant le centre-ville à la banlieue pendant la période concernée. Chaque soir après le travail, Michael se tenait devant le mur, fixant la carte, traçant les lignes entre les épingles avec ses yeux comme si quelque part dans la géométrie de la distance et de la mémoire, une réponse pouvait émerger. Il parlait rarement à ces heures-là. Denise le remarquait. Elle lui demandait s'il était fatigué, si quelque chose au travail le tracassait, et Michael acquiesçait simplement. Elle n'insistait pas. Elle avait appris que certains silences ne sont pas faits pour être rompus. Mais le silence de Michael était désormais chargé de bruit, souvenirs, soupçons, fragments qui ne collaient pas jusqu'à l'arrivée de ce mot. La lettre avait brisé quelque chose qu'il avait soigneusement scellé. Et maintenant, le doute qu'il avait enfoui devenait une direction. Il a commencé à examiner tous les documents de l'enquête initiale, chronologies imprimées, anciens courriels de police, témoignages de témoins et croquis de l'agencement du centre commercial. Il a souligné les chevauchements, les incohérences, tout ce qui semblait anormal. Un soir, alors qu'il fixait un angle de surveillance qu'il avait presque oublié, un déclic se produisit. Le pick-up n'avait pas emprunté la sortie principale comme tout le monde le pensait. Il avait emprunté la voie de service, celle en travaux ce mois-là, à peine praticable, partiellement fermée au public. Seule une personne au courant du calendrier des travaux aurait pu savoir qu'elle était ouverte. Et cette route, réalisa Michael, passait juste à côté d'un terrain qui avait autrefois stocké des matériaux de construction excédentaires. Un terrain qui, à l'époque, était géré par une équipe tournante, comprenant des fournisseurs comme Robert Danning. Il vérifia les anciens permis et les registres de livraison. Le 12 juin 1998, une livraison avait été signée par un chef de chantier temporaire sous l'autorité de Robert. Personne n'avait suivi cette piste jusqu'à présent. Michael a fait des copies, a déposé une nouvelle plainte sous le nom d'un ami et l'a envoyée anonymement à un contact de la police locale. Il ne voulait pas attirer l'attention. Pas encore. Il voulait une confirmation. En attendant, il conservait le mot original dans une enveloppe ignifuge à l'intérieur de son coffre-fort, avec l'échantillon d'écriture correspondant, tiré du vieux dessin de Benjamin. Certains soirs, il les sortait et les plaçait à nouveau l'un à côté de l'autre, juste pour se rappeler qu'il n'avait rien imaginé. Le B en arrière. C'était toujours là. Aussi reconnaissable qu'une empreinte digitale du passé. Michael ne savait pas où ce chemin le mènerait,
s'il apporterait des réponses ou rouvrirait des blessures. Mais il savait une chose, il ne pouvait plus s'arrêter. Pas maintenant. Pas lorsque la lettre la plus petite et la plus tordue était devenue le signe le plus clair qu'il avait vu depuis des années. Il se tenait devant la carte comme un passionné de puzzle, reliant les points avec de fines ficelles. Un jour, une vieille connaissance qui travaillait au service d'assistance judiciaire lui a parlé d'une famille près de la frontière qui avait accueilli un enfant sans papier, un garçon prénommé Ben, né au début des années 1990. Sans hésiter, Michael a conduit plus de 3 heures pour y arriver, portant une photo du jeune Benjamin, le cœur rempli d'espoir. Le garçon, Ben, avait les cheveux bruns, un teint similaire et une démarche calme qui faisait presque dire à Michael un mauvais nom. Mais lorsqu'il s'adressa au garçon, celui-ci ne reconnut rien. La famille qu'il élève a confirmé qu'elle l'avait adopté auprès d'une agence légale, avec des documents remontant à 1992, avant même la naissance de Benjamin. Michael ne leur en voulait pas. Il les remercia et partit, sentant un léger poids s'enlever de sa poitrine, mais aussi comme s'il venait de brûler un autre lambeau d'espoir dans le vide. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté sur une aire de repos et est resté assis un long moment dans la voiture. Il n'a allumé ni les phares ni la radio. Dans son esprit, une ligne de la lettre résonnait sans cesse. « Tu sais que tu me manques, papa ?» Il sortit la lettre de son portefeuille, désormais plastifiée, et la posa sur le volant, la fixant longuement. Sous la faible lumière du réverbère, l'écriture enfantine était toujours la même, irrégulière, décalée, et la lettre B écrite à l'envers, tel un symbole secret que seules 2 personnes au monde avaient jamais compris. L'espoir subsistait, fragile comme un fil, mais il suffisait à Michael pour continuer. Il n'appela pas Laura. Il ne le dit à personne. Parce que s'il avait tort, il préférerait être celui qui le supporterait seul plutôt que de la laisser s'effondrer à nouveau. En mars 2006, après presque 3 ans passés à rassembler minutieusement des bribes de données, Michael s'est arrêté à l'entrée d'Elmbrook, une ville qui n'apparaissait sur aucune carte touristique. La population dépassait à peine les 3000 habitants. On trouvait un vieux supermarché, une station-service et une petite épicerie à côté de l'église. D'après d'anciens documents financiers découverts par Michael, c'est ici que Robert Danin avait autrefois possédé une maison, achetée au printemps 1998 et revendue en août, quelques semaines seulement après la disparition de Benjamin. Les registres indiquaient simplement « vente urgente ». Déménagement pour raisons personnelles. Rien de suspect. Mais le timing et l'identité du vendeur correspondaient trop précisément pour que Michael puisse y voir une coïncidence. Il se gara à 3 pâtés de maisons du quartier résidentiel, marchant à contre-jour pour éviter d'attirer l'attention. Il s'arrêta devant une maison en bois bleu pâle, à la même adresse que celle indiquée dans les documents de vente. Les propriétaires actuels étaient un couple de personnes âgées. Michael frappa à la porte, se faisant passer pour quelqu'un cherchant à acheter une maison dans le quartier pour y installer un proche en convalescence. La propriétaire, Hélène, le salua poliment. Interrogée sur l'ancien propriétaire, elle pencha la tête, essayant de se souvenir. « Oh, monsieur Robert, n'est-ce pas? Il n'a pas vécu ici longtemps. Je me souviens de lui parce qu'il portait toujours des chemises à manches longues, même quand il faisait chaud. Il ne parlait pas beaucoup, mais il ne posait pas de problème. » Michael garda une expression neutre et demanda « Est-ce qu'il vivait seul ?» Hélène hocha la tête, puis secoua la tête. Au début, on aurait dit ça. Mais environ une semaine plus tard, je l'ai vu avec un petit garçon de 6 ou 7 ans, peut-être. Il l'appelait de mon neveu, mais sa voix était bizarre. On aurait dit qu'il n'était pas vraiment de la même famille. Le garçon regardait toujours par terre. Il ne parlait à personne. Michael la remercia et s'éloigna lentement. Une douce brise passa, le faisant frissonner, malgré la chaleur de la journée. Un enfant d'environ 6 ans, apparaissant aux côtés d'un homme mystérieux, juste après la disparition de Benjamin. Il se dirigea vers le magasin général près de l'église, le seul endroit de la ville qui montrait des signes d'activité régulière. La commerçante, Maureen, avait la soixantaine, portait des lunettes à chaîne en argent et a reconnu le nom de Robert après que Michael ait lancé la conversation. Oh, il venait chercher des conserves, des nouilles instantanées et des médicaments contre le rhume pour les enfants. Une fois, je l'ai même vu crier sur le garçon. Vraiment brutalement. Il a crié « Ben. Reste là. » Je m'en souviens parfaitement, car je me suis dit, qui parle comme ça à un enfant? Le garçon était si effrayé qu'il a reculé jusqu'à l'étagère à pain. Il n'a même pas levé les yeux.
Michael déglutit difficilement. Tu es sûr qu'il a appelé le garçon Ben? C'est positif, dit Maureen d'un ton ferme. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le plus étrange, c'est que ce garçon n'est jamais allé à l'école. L'école primaire est à 2 pâtés de maison, mais je n'ai jamais vu son nom sur aucune liste de classe. J'étais membre de l'association des parents d'élèves à l'époque, donc je m'en souviens bien. Il a ensuite posé des questions sur le pédiatre et son carnet de vaccination, rien n'a changé. Il n'y en avait pas. Le garçon n'avait jamais consulté de médecin et n'apparaissait dans aucun système d'enregistrement de l'identité d'un enfant. Maureen passa derrière le comptoir et sortit une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, des photos de mariage, des clichés de rue, une photo de Noël d'une année passée. L'un d'eux a fait geler Michael. Elle a été prise devant l'épicerie. Robert Danning se tenait là, vêtu d'un épais manteau, à côté d'un garçon aux cheveux bruns dont la tête était légèrement inclinée sur le côté, les yeux ne regardant pas l'objectif. J'en ai pris un pour des clients pendant l'hiver 1998. Personne n'est jamais venu le chercher, alors je l'ai gardé en souvenir, a déclaré Maureen. En le regardant maintenant, il y a quelque chose d'étrange chez ce garçon. Ses yeux, ils ne ressemblaient pas à ceux d'un enfant normal. Michael a demandé s'il pouvait prendre une photo, puis est retourné à sa voiture, fermant lentement la porte derrière lui. Il posa la photo sur le volant et étudia le visage du garçon, les cheveux bruns, la peau pâle, le regard baissé, tout cela ressemblait étrangement à Benjamin à l'âge de 5 ans. Il n'en était pas certain. Mais sa poitrine se serra comme lorsqu'on croise quelqu'un de familier et qu'on n'arrive pas à se souvenir de son nom. Ce soir-là, de retour dans sa chambre de motel, il posa la photo à côté de la lettre anonyme. En les regardant toutes les deux, l'écriture irrégulière et ce petit visage déplacé, elles semblaient être 2 fragments d'une même histoire inachevée. Tout commençait à s'aligner. La camionnette quittant Garden Mall. Robert Danning disparaît de son ancienne adresse. Un garçon nommé Ben apparaît dans une ville tranquille, pour ensuite disparaître à nouveau sans laisser de traces. Michael n'avait aucune preuve. Aucune autorisation pour interroger ou perquisitionner. Mais il savait avec une probabilité infime que l'homme n'avait pas simplement bougé. Il avait emmené le fils de Michael avec lui. La crainte n'était pas qu'il ait tort. C'était que s'il avait raison. Alors, quel genre de vie Benjamin avait-il mené pendant tout ce temps? L'endroit où vivait Laura n'avait pas changé d'un iota. Le dessin de Benjamin à 5 ans était encore accroché dans la cuisine, ses couleurs étaient passées mais intactes. Le tapis du couloir était encore effiloché sur le bord, un détail si familier qu'il était devenu invisible. Chaque soir, Laura rentrait à la maison après son travail à la laverie, se préparait une tasse de thé et s'asseyait sur la vieille chaise près de la fenêtre, regardant la rue calme. Cela faisait 13 ans depuis la disparition. Et 7 depuis la dernière fois qu'elle a parlé à Michael. Une conversation brève. Sans colère non plus. Juste froide et définitive, comme une porte qui se ferme sans avoir besoin d'être verrouillée. Elle ne célébrait plus l'anniversaire de Benjamin. Elle n'écrivait plus de lettres non plus. Tous les rituels qui lui donnaient autrefois l'impression qu'il était peut-être encore là étaient devenus creux. La foi, même un tout petit peu, ne pouvait pas résister à la lente érosion du temps. Cette nuit-là, il pleuvait. Le vent fouettait violemment le cadre de la fenêtre, chaque rafale étant ponctuée d'un coup de tonnerre lointain. Laura tira la couverture sur ses épaules, éteignit la lumière du salon et laissa juste une petite bougie allumée sur la table. Elle était habituée à des nuits comme celle-ci, suffisamment calmes pour entendre le vent s'infiltrer par les fentes de la porte. Vers minuit, la ligne fixe a sonné. Le bruit perça la pluie sec et froid. Elle tressaillit, les yeux fixés sur l'horloge, 23h46. Laura hésita une seconde, puis se leva et décrocha le combiné. « Bonjour ?» Un silence. Puis une voix de garçon en rauque, tremblante, à peine plus qu'un murmure, comme effrayée par elle-même. « Maman ? Tu t'appelles Laura, n'est-ce pas ?» Elle serra plus fort le récepteur. « Oui, qui est-ce » Un souffle à l'autre bout. « Je crois que je suis Benjamin. » Il n'y avait pas de tonnerre à ce moment-là, mais le monde semblait s'arrêter. La bougie devant Laura vacillait, sa flamme s'inclinant d'un côté. Quoi? Sa voix était si douce qu'elle était presque inaudible. Je ne me souviens pas de tout, mais, il y avait des rêves. Une bougie d'anniversaire en forme de robot. Un chat en peluche nommé Muffin. Et une femme qui disait toujours, Ben, prends ton manteau, chérie, chaque matin.
Laura s'assit, les mains tremblantes. Le combiné glissa de son épaule et elle le rattrapa juste à temps. Ma jambe, il y a une petite cicatrice due à une chute dans les escaliers quand j'avais 3 ans. La voix à l'autre bout du fil continuait, presque brisée. C'est vrai, maman? Laura ne put répondre tout de suite. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne prononça aucun son. Elle n'osait pas encore y croire. Mais elle ne pouvait pas non plus le nier. Est-ce vraiment toi? Silence. Puis. Je n'en suis pas sûr. Mais je veux y croire. Je m'appelle Benjamin. Laura se stabilisa et demanda plus de détails. Il a dit qu'il vivait dans une petite ville, à quelques États de l'Ohio. Que l'homme qu'il avait élevé avait toujours prétendu être son oncle, mais qu'ils ne se ressemblaient pas. Depuis qu'il avait appris à lire, il se demandait pourquoi ses documents avaient été modifiés, sa date de naissance barrée. Et que, ces derniers mois, alors que l'homme était plus souvent absent, il a commencé à chercher, et à trouver un vieil article de journal, avec une photo de lui ou d'un enfant qui lui ressemblait avec le nom de Benjamin Walsh. L'appel a duré un peu plus de 10 minutes. Mais chacune de ces minutes s'est gravée dans le cœur de Laura, comme si les années d'attente s'étaient toutes concentrées en un seul instant. Lorsque la ligne a été coupée, Laura est restée assise à tenir le récepteur pendant un long moment. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du bruit de la pluie tombant à l'extérieur de la fenêtre. Elle fixa la bougie mourante et pensa aux 1000 fois où elle avait imaginé ce moment. Mais jamais cela ne s'était produit de cette façon. Au bout d'un moment, elle s'est levée, s'est lavé le visage, a changé de chemisier, puis a appelé le poste de police le plus proche. Elle a demandé à être mise en relation avec le service chargé des anciens dossiers de personnes disparues. Sa voix était inhabituellement calme. Je m'appelle Laura Walsh. Je viens de recevoir un appel téléphonique d'une personne prétendant être mon fils, disparu depuis 1998. Le répartiteur lui a demandé de patienter pendant que l'appel était transféré. Laura écoutait le cliquetis de la ligne. Puis la pluie à nouveau. Une fois l'appel terminé, elle a pris son téléphone portable, celui qui était resté silencieux pendant tant d'années, et a composé un numéro qu'elle avait autrefois supprimé, puis dont elle s'était souvenue, puis qu'elle avait à nouveau supprimé. Cette fois, la sonnerie a retenti. Une fois. 2 fois. Michael ici. Sa voix était la même, rauque, plate. Laura prit une inspiration, puis dit presque à voix basse. Je crois que Benjamin vient de m'appeler. Il n'y eut aucune réponse pendant quelques secondes. Alors, tu es sûr? Je ne le suis pas. Mais, j'y crois. Pour la première fois depuis 13 ans, j'y crois vraiment. Michael ne dit rien d'autre, mais le son changea. Elle entendit un grincement de chaise. Une profonde inspiration. Et puis une courte réponse. Raconte-moi tout. Depuis le début. Laura lui raconta lentement, mot par mot, comme si le dire trop vite ferait tout disparaître. Leur conversation ne fut pas longue. Mais elle n'avait pas besoin de l'être. Il y avait quelque chose dans le silence entre eux qui disait à Laura, qu'il le croyait aussi. Dehors, la pluie continuait de tomber sur le toit. Mais dans la petite pièce, Laura était assise bien droite, sa main posée sur une vieille photo de Benjamin. Et pour la première fois depuis des années, ses yeux ne reflétaient pas seulement la tristesse, mais aussi la volonté de se préparer. Mais Benjamin se souvenait encore de la façon dont quelqu'un, peut-être dans un rêve, lui avait dit un jour, « Ben, prends ton manteau, mon cœur. » Pas « enfant. » Pas « garçon. » Par une nuit humide d'où, Robert s'endormit tôt, ivre. Benjamin n'arrivait pas à dormir. Le chant des grillons s'échappait par la fenêtre entr'ouverte. Il se redressa, sortit discrètement dans le couloir et se dirigea vers le petit débarras au fond. Cette pièce était habituellement fermée à clé. Mais ce soir, la porte était restée entr'ouverte. Au grenier, une odeur de bois humide et de vieilles cendres flottait. Dans un coin, une vieille boîte en carton était cachée sous le plancher. Benjamin souleva les planches, ouvrit la boîte et trouva des papiers jaunis à l'intérieur. Parmi eux, un certificat de naissance froissé. L'inscription était presque effacée. Benjamin Walker. Né le 12 juin 1993. Mère, Laura Walker. Il a lu la ligne encore et encore. Marcheur. Pas Carter. Sous le nom, il y avait une légère trace de stylo, comme si quelqu'un avait essayé de la rayer.
À l'intérieur de la boîte se trouvait également une coupure de journal déchirée avec la photo d'un garçon aux cheveux bruns. Il se tenait devant un centre commercial, les yeux rivés sur l'objectif. Sous la photo, la légende disait « Benjamin Walker. Disparu depuis juin 1998. Ohio. » Son cœur battait fort. Il n'avait jamais vu son nom écrit ainsi. Mais le visage sur la photo, bien que plus jeune et plus doux, lui ressemblait tellement que Benjamin resta figé un long moment, respirant à peine. Le lendemain matin, Robert n'a pas dit un mot. Peut-être qu'il ne le savait pas. Peut-être qu'il avait oublié de verrouiller la porte. Mais Benjamin n'était plus le garçon qui croyait tout ce que son oncle lui disait. Ce jour-là, il s'arrêta à l'épicerie du village. Au comptoir d'information, il y avait un vieux panneau d'affichage couvert de prospectus datant d'il y a longtemps. L'un d'eux contenait un avis de disparition de l'association Enfants Retour. Dans le coin inférieur du dépliant, on pouvait lire « Si vous avez des informations, appelez le 1-800. » Benjamin a copié le numéro sur sa main. Cette nuit-là, une fois profondément endormi, Robert utilisa le téléphone public près de l'église. Ses doigts tremblaient à chaque numéro composé. Une voix enregistrée retentit d'abord, puis une vraie personne répondit. Ligne d'assistance enfants disparus. Comment pouvons-nous vous aider? Il ne savait pas par où commencer. Il a juste dit. Je ne sais pas qui je suis, mais je ne pense pas. Je ne pense pas être Ben Carter. J'ai trouvé un acte de naissance. Mon vrai nom pourrait être Benjamin Walker. Ma mère pourrait être Laura. La personne au bout du fil posait des questions. Il leur parlait de la chanson « You Are My Sunshine », comment quelqu'un la lui chantait avant d'aller se coucher. Il parlait d'un chat en peluche nommé Muffin. Il parlait du manteau chaud légèrement parfumé qu'il portait les matins d'école. L'appel a duré 15 minutes. À la fin, la voix a demandé. Êtes-vous prêt à être aidé? À nous laisser vous mettre en contact avec votre vraie famille. Benjamin resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit. Oui. Lorsqu'il raccrocha, le crépuscule était tombé. Les toits brillaient d'un rouge brunâtre dans le couchant. Benjamin resta immobile un long moment, comme s'il attendait de comprendre ce qui venait de se passer. Il ne savait pas ce qui allait suivre. Mais pour la première fois de sa vie, ce qu'il ressentait n'était pas de la peur. C'était le début de la vérité. Le lendemain de l'appel de Laura, Michael embarqua pour la Pennsylvanie. Le voyage fut inopiné et sans délai. Des agents fédéraux étaient intervenus après avoir reçu une information de la ligne d'assistance téléphonique pour les enfants disparus. Une équipe d'enquêteurs expérimentés a commencé à se coordonner avec la police locale et, pour la première fois depuis des années, tous les éléments autrefois dispersés, autrefois dénués de sens ont commencé à s'aligner d'eux-mêmes. Laura est arrivée une demi-journée après Michael. Ils se sont rencontrés au bureau du shérif du comté. Personne n'a beaucoup parlé. 4 regards se sont croisés en silence, comme si le temps n'avait jamais passé, ils se sont simplement écartés et ont attendu leur arrivée. Benjamin était détenu dans une zone séparée, avec un conseiller en permanence. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Il savait seulement que la porte qu'il venait d'ouvrir semblait le conduire vers un endroit familier, même s'il ne pouvait le nommer. Michael fut le premier à entrer. Il ne s'est pas présenté. Je n'ai pas donné de nom. Il s'est assis en face du garçon, les mains jointes, les yeux calmes mais concentrés comme un étranger rencontrant un autre étranger mais portant toute une vie avec lui. Vous souvenez-vous d'un jour de pluie où quelqu'un a remonté votre manteau et vous a dit « Dépêche-toi, Ben, tu vas être trempé ?» Benjamin leva lentement les yeux, puis hocha la tête. Vous êtes-vous déjà blessé à la jambe, avez-vous eu besoin de 7 points de suture après être tombé des marches dans la cour? Benjamin répondit. Oui. J'ai toujours la cicatrice. Il remonta la jambe de son pantalon et désigna une légère marque sur son tibia gauche. Te souviens-tu quel était ton jouet préféré? Un robot en plastique vert. La tête a disparu. Michael n'a rien dit. Sa gorge se serra, mais ses mains restèrent stables. La conversation s'est arrêtée là. Il n'a rien demandé de plus. Il n'a pas dit qui il était. Puis ce fut le tour de Laura. Elle se tenait devant la pièce, regardant à travers la vitre sans teint. Ses lèvres étaient serrées, une main agrippant son manteau jusqu'à le froisser. Chaque pas qui la rapprochait lui donnait l'impression qu'une année s'était écoulée. Lorsque la police a ouvert la porte, elle n'était toujours pas entrée.
Jusqu'à ce qu'à l'intérieur, Benjamin se lève et demande. « Maman ?» Juste un mot. Laura s'affala sur sa chaise. Sa main tremblait, mais elle avança lentement. Il n'y a pas eu de pleurs. Pas de panne. Juste une étreinte. Prudent. Hésitant. Puis il se resserre comme s'il avait peur que l'autre se dissolve dans l'air. Benjamin lui prit la main, puis effleura doucement les mèches grises de ses cheveux, comme s'il cherchait un souvenir dans la brume de l'enfance. Il parlait doucement, la voix incertaine, comme s'il craignait de se tromper. « As-tu déjà chanté Tu es mon soleil pour moi, quand je m'endormais ?» Laura lui serra doucement la main, ses yeux rougissants, puis hocha lentement la tête. « Chaque soir, quand tu t'endormais sur le lit, je chantais encore le dernier vers, même si tu ne l'entendais plus. » Benjamin eut un léger sourire larmoyant. Puis il posa une autre question calme, comme pour se tester. « Une fois, tu as laissé tomber du pain grillé par terre, et tu l'as quand même ramassé, coupé en deux et m'as donné le premier morceau. » Laura laissa échapper un rire, brutal à force de se retenir. « Et tu m'as grondé, tu te souviens ? La terre n'est pas un assaisonnement, maman. » Benjamin fit un petit signe de tête. La brume dans ses yeux avait disparu. Tous les doutes semblaient trouver leur réponse non pas dans un dossier, ni dans les résultats des tests, mais dans les petits détails de la vie quotidienne. Des choses dont seule une mère se souviendrait, sans une seule erreur. Cette nuit-là, un test ADN a été réalisé au laboratoire local, sous la supervision des services de protection de l'enfance et de représentants légaux. Les échantillons de Benjamin, Laura et Michael ont été envoyés dans 2 centres distincts afin d'éviter toute confusion. 2 jours plus tard, les résultats officiels sont arrivés. Un match. Benjamin était le fils biologique de Laura et Michael. Il n'y a pas eu de conférence de presse. Aucune présence médiatique. La police a annoncé la nouvelle en privé, dans une petite salle de réunion, en présence des avocats et de l'enquêteur principal. Laura est restée assise en silence. Michael a enfoui sa tête dans ses mains, ne cherchant pas à cacher son émotion. Benjamin, lorsqu'il a entendu le résultat, n'a pas pleuré. Il n'a fermé les yeux que pendant un long moment. Puis il a demandé. « Alors, qui suis-je vraiment ?» Laura s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Tu es Benjamin. Tu es mon fils. Et le nom de ton père est Michael. » Dehors, Robert Danning avait été arrêté sans résistance. Lorsque la police a fait irruption dans la cabane où il vivait avec Benjamin, il s'est simplement levé, a tendu les mains et a dit doucement. « Je voulais juste un enfant qui ne me quitterait pas. » Une seule phrase. Mais personne parmi ceux présents ce jour-là n'a jamais oublié le regard dans ses yeux. Pas de colère. Pas de peur. Juste le regard d'un homme qui était désespéré depuis très, très longtemps. Le dossier révéla plus tard des éléments du passé de Robert dont il n'avait jamais parlé. Il avait eu un jeune fils décédé dans un accident de voiture, sa femme l'avait quitté sans un mot, et pendant de nombreuses années, il avait vécu seul, à la dérive, et avait suivi un traitement psychiatrique léger. Benjamin, l'enfant qui est entré dans sa vie au moment précis où il a tout perdu, est devenu le symbole de l'affection qu'il ne pouvait plus construire dans le monde réel. Il n'a pas vendu le garçon. Je ne l'ai pas maltraité physiquement au point de le blesser. Mais il n'a pas non plus offert un amour sain. Il a privé un enfant du droit de vivre comme il l'entend, du droit d'être reconnu sous son vrai nom et lui a donné à la place l'identité de Ben Carter. Il n'a pas donné d'autres explications. Aucune excuse. Aucun démenti. Les chefs d'accusation retenus contre lui incluent enlèvement, séquestration de mineurs, falsification de documents et obstruction à la justice. Il encourt au moins 30 ans de prison. Benjamin n'a pas assisté à l'entretien initial. Il est resté avec Laura dans une auberge au bord de la route près du lac, où ils sont restés assis ensemble pendant un long moment sans parler. Il regardait sa mère s'endormir près de la fenêtre, tandis qu'il restait éveillé presque jusqu'à l'aube, écoutant les insectes se fondre dans le bruit des feuilles qui tombaient. L'homme qu'il appelait autrefois « petit-fils »,« fils », Ben, n'avait plus forme dans son esprit. Juste une ombre maintenant. Déformé. Triste. Mais je ne parviens plus à le contrôler. Personne ne pouvait rendre les 13 années perdues. Mais pour la première fois, Benjamin ne se sentait plus perdu. Sous le nom de Ben Carter, il avait disparu. Comme Benjamin Walker. Il avait été retrouvé. Un mois après le procès, l'hiver s'installait sur la petite ville où vivait Laura. Le vent fouettait les avant-toits,
laissant une fine pellicule de givre sur la vitre de la chambre, une chose à laquelle Benjamin ne s'était jamais habitué. Ce n'était pas l'endroit où il avait grandi. Ce n'était pas la vieille maison en bois. Ce n'était pas non plus les souvenirs qu'il avait perdus. C'était juste une nouvelle pièce, éclairée par des lampes chaudes, meublée d'un vrai lit et d'étagères de livres, et pourtant si peu familière qu'il restait éveillé de nombreuses nuits, les yeux ouverts jusqu'à l'aube. Le procès s'est terminé après 3 jours de procédure à huis clos. Grâce à des preuves irréfutables et aux témoignages de plusieurs témoins, Robert Danning a été condamné à 35 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant au moins les 20 premières années. L'avocat de la défense n'a émis aucune objection. Et même Robert lui-même n'a pas demandé la clémence. Lorsque le juge a prononcé sa sentence, il est resté assis, les mains posées sur ses genoux, les yeux rivés sur Benjamin, sans cligner des yeux un seul instant. Mais Benjamin n'a jamais regardé en arrière. Laura a quitté le palais de justice sans tenir un seul morceau de papier. Parce que ce qui comptait le plus, c'était qu'elle l'avait déjà fait. Quant à Michael, il s'attarda brièvement sur les marches du palais de justice, regardant son fils passer devant lui. Puis il suivait tranquillement, comme un père qui n'a pas besoin de bruit pour prouver sa présence. Laura l'a vu. Pas par des mots. Mais Benjamin marchait toujours lentement dans le couloir. La façon dont il a ouvert le placard sans vraiment avoir besoin de quoi que ce soit. Et comme il jetait parfois un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à moitié à l'ombre de quelqu'un habitué depuis longtemps à lui crier dessus. Et c'est pour cette raison même qu'après une nuit passée assis en silence l'un à côté de l'autre, Laura a décidé de le ramener dans l'ancien appartement. L'endroit où elle avait vécu pendant 13 ans. Où presque tout est resté pareil. Les rideaux légèrement délavés. Le chat en peluche nommé Muffin sur l'étagère. Et le petit meuble en bois où Benjamin cachait des bonbons quand il avait 4 ans. La pièce était plus petite, plus ancienne et un peu pleine de courants d'air car les cadres des fenêtres s'étaient déformés. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis mon retour, Benjamin dormait profondément. Il n'a appelé le nom de personne dans ses rêves. Je ne me suis pas retourné dans tous les sens. Je ne me suis pas redressé au milieu de la nuit pour vérifier la serrure de la porte. Michael ne vivait pas avec Laura et leur fils. Mais il avait pris une année sabbatique dans le secteur de la construction et avait déménagé dans une ville non loin de la maison de Laura. Il vivait là avec sa petite amie, Janice, une femme tranquille qui apportait souvent des pâtisseries faites maison et n'essayait jamais d'être une belle-mère. Au lieu de cela, il gardait juste la bonne distance pour que Benjamin se sente en sécurité. Bien que Michael et Laura ne soient plus mari et femme. Ils n'ont pas essayé de s'effacer l'un l'autre de leur vie. Chaque week-end, ils s'asseyaient ensemble pour partager les petites responsabilités. Qui emmènerait Benjamin chez le médecin? Qui lui apprendrait à utiliser une carte bancaire? Qui planifierait les séances avec le thérapeute? Et parfois, ils partageaient simplement un dîner tranquille sans avoir besoin de dire grand-chose. Le 18e anniversaire de Benjamin est arrivé aussi doucement qu'un souffle. L'air était vif mais sec. Dans la pièce où Laura avait tout conservé exactement comme il y a 13 ans. Ils ont placé un petit gâteau avec 18 bougies fines. Quand les lumières ont été éteintes, la lumière des bougies scintillait sur des visages à la fois familiers et changés. Une mère avec plus de rides autour des yeux. Un père qui parlait moins qu'avant. Un jeune homme aux cheveux légèrement longs. Et une fille de 12 ans, Amelia, se tenait timidement près de la porte, tenant une serviette pliée dans ses mains, ne sachant pas vraiment si elle devait s'asseoir ou simplement regarder. Laura était assise à droite. Michael se tenait à gauche. Et Janice recula légèrement, sans s'imposer, mais en souriant doucement. Amelia s'avança finalement et se glissa sur le siège à côté de son frère. Elle n'a rien dit. Mais quand Benjamin la regarda, elle lui adressa un sourire rapide et nerveux et détourna le regard. Quand Benjamin se pencha pour souffler les bougies, il n'a pas fermé les yeux pour faire un vœu. Il les regarda tous, un par un. Et dit lentement. « Je me souviens quand vous me teniez tous les deux comme ça. » Laura lui serra doucement la main. Michael posa doucement sa main sur l'épaule de son fils. Et Amelia, presque sans s'en rendre compte, posa brièvement sa tête contre le bras de Benjamin. Chaque mouvement était léger. Aucun mot ajouté. Pas de réconfort. Aucune assurance. Seules les flammes des bougies tremblaient légèrement dans la brise provenant de la fenêtre entr'ouverte. Comme s'ils avaient eux aussi attendu 13 ans pour être à nouveau allumés. Il n'y avait pas d'invités à la fête. Pas de gros cadeaux.
Juste quelques pâtisseries. Un appareil photo que Laura avait emprunté à un ami pour prendre quelques photos de son fils. Et une douce mélodie diffusée par un vieux lecteur de cassettes. Tu es mon soleil, la tendre version anglaise, douce comme un murmure. Quand c'était fini, Benjamin est sorti sur le balcon pour respirer l'air du début de l'hiver. Les voix de ses cauchemars avaient disparu. À leur place se trouvaient de petits détails qui revenaient. L'odeur du thé chaud. Le grincement d'une porte. La vieille couverture de sa mère. La main de son père reposait sur sa nuque tandis qu'il baissait la tête. Tout cela ne pose plus de questions. Mais cela devient lentement réel. Il regarda la rue en contrebas, où les lumières jaunes se fondaient dans la fine brume. Puis il se retourna et vit Laura debout près de la fenêtre. Michael ajuste un cadre photo sur l'étagère. Et il savait. La famille ne revient pas toujours comme avant. Mais ce n'est pas perdu non plus. Il faut juste plus de temps pour retrouver son chemin. Petit à petit. Par le silence. Par le pardon. Et à travers des bougies qui ne s'étaient jamais vraiment éteintes. L'histoire de Benjamin n'est pas seulement un voyage pour retrouver un enfant volé. C'est aussi un voyage pour redécouvrir la confiance, la famille et les choses que nous pensions autrefois perdues à jamais. Même après 13 ans dans l'obscurité, la petite flamme à l'intérieur de sa mère Laura ne s'est jamais éteinte. Il brûlait tranquillement. Avec espoir. Avec persévérance. Et avec un amour inconditionnel qui ne s'est jamais estompé.